Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, Yaya Jammeh a quitté la Gambie ce 21 janvier. L'ancien président gambien s'est rendu en Guinée équatoriale après une escale à Conakry. Les troupes de la CEDEAO sont rentrées au centre de la capitale gambienne afin de sécuriser la prise en fonction d'Adama Barrow, président élu. Préparation des élections générales au Kenya, la commission indépendante des circonscriptions électorales et des frontières a annoncé qu'elle avait l'intention d'inscrire 6 millions de personnes lors de la dernière phase d'inscription massive. Les gouvernements africains mobilisés afin de lutter contre l'immigration clandestine. À l'heure où le continent s'est lancé dans de grands chantiers, nous verrons comment ils tentent de créer des conditions économiques à grande échelle pour inciter le retour des immigrés. Le Caire a abrité une nouvelle réunion diplomatique des pays voisins de la Libye ce 21 janvier. Le chef de la diplomatie égyptienne, Sama Choukri, a indiqué samedi que son pays œuvrait pour une solution politique en Libye voisine à l'issue de rencontres avec les principaux dirigeants des institutions libyennes se disputant le pouvoir. Rappelons que d'un côté, le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli est reconnu par la communauté internationale et de l'autre, une autorité rivale qui contrôle une grande partie de l'Est libyen et qui s'appuie sur le Parlement élu de Tobrouk. L'ancien président gambien Yaya Jammeh a donc quitté son pays samedi soir pour s'exiler en Guinée équatoriale. Ce dernier a finalement quitté la Gambie après 1 mois et demi de crise, de négociations et de tractations. Le président Adama Barrow, investi jeudi 19 janvier au Sénégal, s'apprête lui à rentrer à Banjul. On fait le point avec Birama Saonera. L'ex-président gambien Yaya Jammeh s'est rendu samedi 21 janvier en Guinée équatoriale après une escale à Conakry. Un départ rendu possible grâce à des tractations diplomatiques menées par la CEDEAO. Après 1 mois et demi de crise, les négociations ont finalement abouti et ont permis de garder le pays en paix. Les observateurs estiment que le règlement de cette crise en Gambie est une victoire diplomatique de la CEDEAO. La CEDEAO a mis 2 fers au feu et cela a marché. Bien entendu, il y a eu cette médiation des présidents mauritaniens Aziz et Condé de la Guinée à la fin qui ont certainement dû également peser, mais tout le mérite à mon avis revient à la CEDEAO, mais aussi au Sénégal qui dès les premières heures n'a pas hésité d'afficher une position ferme et de saisir la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité, l'Union africaine et bien entendu la CEDEAO. L'ancien président Yaya Jammeh a dirigé la Gambie pendant 22 ans. Dans une déclaration commune publiée peu après le départ de l'ex-président gambien, la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU ont annoncé garantir les droits de Yaya Jammeh, y compris celui de revenir dans son pays. Selon les textes, les 3 organisations se portent également garantes des propriétés du nouveau président Adama Barrow, de sa famille, des membres de son régime ou encore de son parti. La sécurité du président Barrow n'est pas assurée à 100% avec les forces de sécurité gambiennes. Il faudra que la CEDEAO soit là dans un premier temps pour une durée bien déterminée, mais ce service après-vente, à mon humble avis, doit être assuré pour permettre au président Adama Barrow vraiment de mettre la main sur le commandement militaire et de manière générale sur les forces de défense et de sécurité de la Gambie. Peu après la prestation de serment d'Adama Barrow, le 19 janvier à Dakar au sein de l'ambassade gambienne, la CEDEAO avait fait entrer des troupes militaires en territoire gambien. Ces déploiements avaient été suspendus pour donner des chances à la nouvelle médiation. Selon la déclaration commune CEDEAO, Union africaine, ONU, il sera mis fin aux opérations militaires. Néanmoins, environ 4000 soldats sénégalais et nigérians sont sur le terrain et devront rester en Gambie pour sécuriser le retour du nouveau président, Adama Barrow. La dernière phase d'inscription des électeurs qui a débuté lundi 16 janvier au Kenya se poursuit. Cette année, l'État kényan a mis en place des dispositifs pour garantir la transparence du scrutin et le respect des délais impartis. Jusqu'à présent, 9 millions de Kenyans ayant l'âge de voter n'ont pas encore reçu leur carte d'électeur. Les précisions de Corinne Kandem. Le Kenya se prépare pour les élections générales d'août 2017. La dernière phase de l'inscription des électeurs a débuté ce lundi 16 janvier. Les électeurs s'inscrivent en effet pour les élections générales prévues le 8 août 2017.
un acte politique que les autorités souhaitent rendre possible dans les délais. Cependant, 4 ans après les élections du 4 mars 2013, les Kenyans restent sceptiques concernant la gestion du processus électoral dans leur pays. En effet, l'ambitieux projet de transmission électronique des résultats des bureaux de vote vers une base de données centrale avait échoué en raison d'une surcharge du système. Nous n'avons appris aucune leçon de ce que nous avons vécu en 2013 et je m'attends à une répétition du même problème en 2017. Les politiciens sont seulement intéressés par leur victoire aux élections. Le fait que l'élection soit libre et juste ne les intéresse pas. Il est dans notre intérêt d'exiger une élection libre et transparente où les perdants acceptent les résultats, comme c'était le cas en 2002. Si nous ne garantissons pas ça, nous courons le risque de nous retrouver dans la même situation qu'en 2007, où les perdants ont rejeté les résultats et ensuite on a été confronté à la violence. La problématique, c'est le système électoral. Il faut régler ce problème. Au début du mois de janvier, le président kényan Uhuru Kenyatta a approuvé une loi exigeant la mise en place de plans de secours si le pays rencontrait le même problème avec les systèmes de vote électronique de 2017. Si cette initiative ne fait pas l'unanimité, notamment auprès de l'opposition qui considère que les décomptes manuels posent des risques de fraude, les instances gouvernementales se montrent optimistes quant à la gestion des élections de cette année 2017. On a noté des défaillances sur 68 kits seulement, ce qui représente moins d'1% des kits que nous avons déployés à travers le pays. Autrement dit, plus de 99% des kits ont eu de bons résultats le premier jour. Les défis qu'on a rencontrés avec les kits défaillants étaient attendus, étant donné que ces kits ont été achetés il y a 5 ans. Avec le temps, ce sont des problèmes qu'on est susceptible de rencontrer. La IEBC, Independent Electoral Boundaries Commission, vise un objectif, enregistrer 6 millions de nouveaux électeurs avant le 14 février. Le processus d'enregistrement se fait électroniquement en utilisant un registre d'électeurs biométriques. Le système utilise des empreintes digitales et des photographies numériques pour identifier les électeurs éligibles. Le Conseil national de suivi de la décentralisation a été créé au Togo lors du dernier Conseil des ministres jeudi. L'objectif de cette nouvelle institution gouvernementale est d'appuyer le ministère de tutelle et les communautés territoriales pour faciliter le processus de décentralisation au Togo. Idalat Mirabel-Bissou. Au Togo, le gouvernement a créé un Conseil national de suivi de la décentralisation, CNSD, au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Cette nouvelle institution aura pour objectif d'appuyer le processus de décentralisation en cours dans le pays. En effet, la décentralisation au Togo est loin d'être un projet nouveau. C'est au cours de la décennie 90 qu'elle a connu un regain d'intérêt avec l'ancrage des processus de démocratisation sur le continent. Le Conseil national de suivi de la décentralisation va donc jouer le rôle de régulateur des politiques sectorielles. Se basant sur les dispositions du Programme national de consolidation de la décentralisation, la feuille de route de la décentralisation des élections locales, ainsi que les conclusions de l'atelier national sur la décentralisation tenu en décembre 2016, le Conseil national de suivi de la décentralisation a pour mission essentielle de fixer les orientations pour la mise en œuvre de la décentralisation et de veiller à leur cohérence avec les autres politiques sectorielles. En ce qui concerne le développement local au Togo, de nombreuses initiatives et actions ont été menées en faveur des populations locales, notamment la mise en œuvre du document complet de stratégie de réduction de la pauvreté adopté en juin 2009 qui prend en compte les actions pour le développement à la base, la déclaration de la politique de développement agricole qui vise l'intensification et la diversification de la production agricole. Ce conseil doit pouvoir travailler sur les questions de transfert de compétences parce que les régions, les localités décentralisées doivent bénéficier de tout ce qu'il y a comme appui pour pouvoir se développer. Donc les transferts de compétences en termes de l'économie, en termes logistiques, en termes de l'urbanisation, en termes de l'accès à l'eau, en termes de responsabilité même des citoyens, je pense que c'est important que le Conseil national travaille sur ces éléments-là. Parce que pour aller aux élections locales, il faudrait s'assurer que toutes les collectivités territoriales ont les moyens de pouvoir s'auto-financer, s'auto-développer avant de pouvoir amorcer les élections locales. Le Conseil national de suivi de la décentralisation CNSD mènera des travaux en se basant sur les dispositions du Programme national de consolidation de la décentralisation, la feuille de route de la décentralisation et des élections locales, ainsi que les conclusions de l'atelier national sur la décentralisation tenu en décembre 2016. Pour rappel, le Togo devrait organiser les élections locales au plus tard en décembre 2018.
La question de l'immigration clandestine se pose avec acuité sur le continent. De nombreux Africains continuent de périr au large des côtes occidentales. La recherche d'emploi, de stabilité sécuritaire ou encore le voyage pour un rêve meilleur sont entre autres les raisons évoquées par les immigrés. Et en Afrique, les autorités sont interpellées. C'est notamment le cas du président tchadien Idriss Déby Itno. Les précisions d'Idelet Mirabel-Bissou. Ils sont plus de 10 000 personnes à avoir péri dans la mer de 2014 à 2016 voulant rejoindre l'Europe. Un chemin de non-retour pour ces jeunes Africains qui ont choisi d'affronter les vagues, un rêve brisé pour d'autres et un espoir de lendemain meilleur outre-Méditerranée. Les chiffres effrayants des disparus en mer ne découragent pourtant pas les candidats à l'exil de tenter les traversées périlleuses. Pourtant connues de tous, l'immigration africaine prive le continent de beaucoup de ses cerveaux et de main-d'œuvre. Les principales causes de départ des jeunes vers l'Occident sont entre autres l'insécurité dans certains pays du continent et le chômage. Nous aurons fait œuvre utile en créant les conditions d'une émergence elle-même génératrice d'emplois pour les jeunes et les femmes. L'Afrique doit offrir une image du continent qui fait rêver sa jeunesse et la dissuade de continuer à emprunter le train de la mort à travers une immigration humiliante, dangereuse, aux retombées chimériques. L'incitation au retour des Africains dans leur pays d'origine nécessite l'interpellation des pouvoirs publics et la prise de conscience des immigrés principaux concernés. Mais avant tout, le plus grand combat reste celui de créer des conditions économiques pour faire rêver la jeunesse africaine sur son continent. Nous faudra-t-il diversifier nos productions, accélérer notre industrialisation et renforcer nos mécanismes d'intégration. Le succès de telles politiques nous paraît être un levier crucial pour rendre notre continent attractif à tout égard aux investisseurs extérieurs. Les grands chantiers de développement sur le continent sont orientés dans plusieurs domaines, à savoir les énergies, les infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires. L'objectif de l'Afrique à long terme est l'industrialisation de son économie. Pour ce faire, des politiques dans le sens de l'adéquation formation-emploi pour une main-d'œuvre qualifiée sont mises en œuvre sur le continent. Des conditions économiques et politiques qui seront sans doute déterminantes pour cette jeunesse africaine attirée par le mirage de la prospérité des pays du Nord contre vents et marées. Sport à présent, la CAN 2017 bat son plein. Au programme de ce 22 janvier, le groupe A s'affronte Gabon, Cameroun au stade de l'Amitié à Libreville. Et ensuite Guinée-Bissau contre le Burkina Faso au stade de Franceville. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.